Bonjour à tous. L'acquisition du local médical, du local professionnel, constitue une étape importante dans la vie du professionnel médical. Et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce qu'il s'agit d'un investissement significatif qui est susceptible d'engendrer un endettement important, élevé, et par ailleurs parce qu'il symbolise un ancrage durable en un lieu donné. L'essentiel est donc d'anticiper, de réfléchir suffisamment en amont ce projet, de le mûrir, à la fois dans sa localisation, à la fois dans sa conception architecturale, mais également dans le choix des entrepreneurs qui contribueront directement à la construction de ce local professionnel. En matière fiscale, il en est de même. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Votre SCI pourra-t-elle ou devra-t-elle être assujettie à l'impôt sur les sociétés d'une part, ou alors à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers d'autre part? Votre SCI devra-t-elle ou non opter à la taxe sur la valeur ajoutée? Ce sont autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre de façon synthétique lors de cet exposé. Tout d'abord, je tiens à préciser que le régime de l'impôt sur les sociétés et le régime des revenus fonciers, dans la catégorie de l'impôt sur le revenu, sont deux régimes totalement opposés. Le régime de l'impôt sur les sociétés est un régime court-moyen terme. A contrario, le régime des revenus fonciers est un régime de long terme. Et pour quelle raison ? Tout simplement parce que lorsque une SCI a opté à l'impôt sur les sociétés, la SCI a la possibilité d'amortir le coût de revient de la construction, le coût de revient du bâtiment, à l'exception du terrain bien sûr, dans le compte d'exploitation de cette dernière. Par conséquent, une charge importante durant toute la durée effectivement d'amortissement de ce bien peut être constatée, et celle-ci venant directement bien évidemment en moins du résultat et donc en moins de la base d'imposition. A contrario, dans le régime des revenus fonciers, eh bien, l'amortissement du bâtiment ne peut pas être déduit. Par conséquent, durant toute la durée de remboursement d'emprunt, eh bien, le professionnel médical sera imposé dans la catégorie des revenus fonciers sur des revenus qu'il ne pourra directement appréhender, puisque la majorité seront alloués directement au remboursement du capital de l'emprunt dû. Le régime de l'impôt sur les sociétés constitue, dans le cadre d'un financement d'un bien immobilier, un régime opaque. A contrario, le régime des revenus fonciers est un revenu dit transparent, en ce sens où la SCI disparaît finalement entre l'exploitation d'exploitation et les associés de celle-ci, et ce sont les associés qui sont eux-mêmes directement taxés dans la catégorie des revenus fonciers à l'impôt sur le revenu. Dans le cadre du régime de l'impôt sur les sociétés, c'est la SCI elle-même qui acquitte effectivement l'impôt sur les sociétés. A contrario, dans le régime des revenus fonciers, c'est le professionnel médical qui lui-même paye l'impôt sur le revenu. Comment sont calculées l'assiette des revenus fonciers? Tout d'abord, au commencement, lors de l'achat du bien immobilier, il faut noter que les droits d'enregistrement ainsi que les frais de notaire ne peuvent être directement déduits de la base des revenus fonciers. Ils ne le seront qu'ultérieurement, dans le cadre de la cession ultérieure du bien, à savoir dans un horizon généralement lointain, de la plus-value. En rythme de croisière, le montant des revenus fonciers est la différence entre le montant des loyers directement encaissés par la SCI et les frais de fonctionnement de la SCI, à savoir la taxe foncière généralement, qui est effectivement mis dans bien souvent des cas à la charge du propriétaire. Par ailleurs, les frais d'entretien du bien immeuble, et puis en outre, les intérêts de l'emprunt qui, eux, constituent des charges effectivement déductibles. Et tout au long de la phase de remboursement d'emprunt par cette SCI, tout au long de cette vie de SCI, eh bien, le résultat sera imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu et souvent dans la tranche marginale, car ces revenus fonciers viennent s'ajouter aux revenus BNC ou aux revenus de gérance du professionnel médical. Et on arrive donc ainsi à des taux d'imposition qui peuvent être particulièrement élevés. Il faut également savoir que les revenus fonciers sont également assujettis aux prélèvements sociaux au taux de 15,50%. À la sortie, en matière effectivement de plus-value, eh bien, nous devrons distinguer plusieurs scénarios. La plus-value sera abattue d'un pourcentage qui variera en fonction du temps et dont le degré s'élèvera en fonction de l'antériorité de détention de l'immeuble par la SCI. À titre d'exemple, pour vous citer effectivement la méthodologie précise de calcul de ces plus-values, eh bien, l'abattement sera de 6% pour chaque année de détention au-delà de la 5e et jusqu'à la 21e année en matière d'impôt sur le revenu.
et l'abattement sera de 4% au titre de la 22e année de détention. Cela signifie donc qu'un bien immobilier dans la catégorie des revenus fonciers sera exonéré totalement d'impôt sur le revenu au bout de 22 ans de détention. On peut donc dire qu'en matière de revenus fonciers, il faut une résilience fiscale forte, puisqu'effectivement les durées d'attente sont particulièrement longues afin de pouvoir être exonérées. En matière de prélèvements sociaux, il faut savoir qu'il existe aussi une série d'abattements en fonction de la durée de détention. Voici quels sont effectivement les principaux abattements applicables en la matière. L'abattement est de 1,65% pour chaque année de détention au-delà de la 5e et jusqu'à la 21e année. Il est de 1,60% pour la 22e année de détention et il est de 9% au-delà de la 22e. Une fois que ces abattements, à la fois en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, sont déterminés, il faut appliquer le taux de 34,50%, taux d'imposition donc de votre plus-value abattue. Ces 34,50% sont constitués de deux paramètres, le taux fixe à l'impôt sur le revenu de 19% et les prélèvements sociaux de 15,50% que nous évoquions tout à l'heure, qui sont finalement applicables, je dirais, durant toute l'existence de la SCI, que ce soit en rythme de croisière ou lors de la cession effectivement du bien immobilier. Pour ce qui est du régime de l'impôt sur les sociétés, lors de l'achat du bien immobilier, vous noterez que les droits d'enregistrement ainsi que les frais notariés sont directement déductibles du résultat fiscal dégagé par la SCI. Il vient donc directement en déduction des loyers perçus par cette dernière. La grosse différence, et j'insiste lourdement là-dessus, c'est un point essentiel, c'est que lorsqu'on est en présence effectivement d'un loyer qui est élevé, d'un investissement qui lui aussi est important, qui a nécessité effectivement un endettement important, le régime de l'impôt sur les sociétés devra être privilégié car il ne sert à rien effectivement d'être taxé à l'impôt sur le revenu sur des revenus que vous, en tant qu'associé de votre SCI, vous ne pourrez directement appréhender, puisque comme je l'évoquais tout à l'heure, eh bien, les loyers seront directement affectés principalement au remboursement de l'emprunt souscrit par la SCI. En rythme de croisière, eh bien, le résultat de votre SCI sera taxé à l'impôt sur les sociétés jusqu'à 38 120 € au taux réduit de 15%, ce qui est excessivement faible. Il s'agit d'un taux luxembourgeois, pour prendre un exemple concret, et au-delà au taux de 33%. Dans la réalité, pour la plupart des SCI que je suis amené à rencontrer, qui comprennent un nombre limité d'associés, c'est généralement effectivement le taux réduit qui lui est amené à s'appliquer en raison effectivement de la dotation aux amortissements calculés, déductibles fiscalement comme je vous l'expliquais tout à l'heure. À la sortie, par contre, le régime de l'impôt sur les sociétés est beaucoup plus pénalisant pour le professionnel médical. En effet, vous aurez déduit tout au long de la durée de vie de votre SCI le coût de revient donc du bâtiment. Par conséquent, vous aurez économisé une partie importante de l'impôt sur les sociétés et donc de l'imposition personnelle que vous auriez pu subir si vous aviez été dans le cadre du régime des revenus fonciers. Par contre, là, effectivement, le montant de la plus-value, qui sera la différence entre le prix de vente de l'immeuble et la valeur nette comptable, à savoir le coût d'acquisition moins les amortissements accumulés tout au long de la SCI de votre bien immobilier, mais cette plus-value sera forcément mécaniquement importante et sera taxable dans la plupart des cas, pour la majorité, au taux effectivement de 33,33%. Par ailleurs, il faudra ensuite sortir cette trésorerie de la SCI, et le fait de sortir cette trésorerie de la SCI sera assimilé à une distribution de dividendes. Aujourd'hui, en France, lorsqu'on est amené à effectuer une distribution de dividendes, eh bien, la société, au cas précis de la SCI, doit payer des prélèvements sociaux à hauteur de 15,50% sur le montant du dividende versé. Et par ailleurs, l'associé est directement taxé à l'impôt sur le revenu, donc, après avoir appliqué, et ceci est loin d'être négligeable, un abattement de 40%. Donc là aussi, il y a toute une stratégie de sortie progressive de cette trésorerie afin de ne pas être directement taxé, je dirais, sur les taux les plus élevés, à l'impôt sur les sociétés d'une part, et puis ensuite à l'impôt bien évidemment sur le revenu. Votre SCI, et cela constitue la deuxième partie de cet exposé, doit-elle ou non opter à la taxe sur la valeur ajoutée? Là encore, les conséquences de cette option peuvent être lourdes et doivent être par conséquent être mûries de façon importante et bien réfléchies en amont. Plusieurs critères devront là également être pris en considération. Le terrain, l'immeuble, ont-ils ou non, sont-ils susceptibles ou non d'ouvrir droit à déduction?
Si vous faites construire effectivement votre immeuble, il est clair que vous serez dans un cas de figure où les entrepreneurs, la majorité des entrepreneurs, vont vous facturer une TVA au taux de 20% s'agissant effectivement d'un immeuble neuf. Par conséquent, le montant de la TVA pourra être conséquent. A contrario, si vous achetez un immeuble existant et que la cession de cet immeuble est soumise au droit d'enregistrement, ceux-ci ne pourront être récupérés et donc il n'y aura bien évidemment aucun intérêt à opter à la taxe sur la valeur ajoutée puisque celle-ci ne pourra pas être déduite. Mais il faut, à mon avis, aller plus loin que cela et réfléchir davantage à cette problématique. En effet, que ce soit effectivement sur une structure d'exploitation ou à titre personnel, si vous êtes en BNC, eh bien, étant dans le secteur médical, vous ne pourrez pas récupérer la TVA sur les loyers que facturera votre SCI, si celle-ci a opté à la TVA, à votre structure d'exploitation. Ce qui fait qu'en fonction effectivement du montant de l'investissement, en fonction du coût de revient effectivement de votre local médical, il pourra être ou ne pourra pas être, à contrario, judicieux d'opter à la TVA. Cette option pourra se révéler effectivement sur le long terme particulièrement coûteuse. Il faut savoir que lorsqu'on opte à la TVA, on s'engage sur une durée de 20 ans. Donc en 20 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Et là encore, des calculs financiers doivent vous amener à faire ou non ce choix d'option à la taxe sur la valeur ajoutée. Donc effectivement, comme vous pouvez le constater, des prévisionnels, que ce soit en matière d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu, ou bien en matière d'option ou non à la taxe sur la valeur ajoutée, doivent être effectués, doivent être réalisés en un temps suffisamment en amont pour pouvoir effectivement prendre des bonnes décisions. Voilà. Si vous avez besoin effectivement de précisions complémentaires, n'hésitez pas à me contacter, je reste à votre disposition. À très bientôt, au revoir.